Donc nous allons commencer. Donc hier, la journée a été essentiellement, en dehors de ma petite intervention, essentiellement consacrée à l'histoire et aux approches théoriques du Kamishibai. Aujourd'hui, nous allons plutôt entendre des expériences menées dans différents pays d'Europe. Vous avez le programme devant vous, je ne vais pas tout les rappeler pour ne pas perdre de temps. Et c'est la première expérience que nous allons entendre, est celle de Corinne Rochat, qui nous propose comment faire entrer le Kamishibai dans les centres d'accueil pour enfants en Suisse. Bonjour. Je suis éducatrice de la petite enfance, de formation initiale et éducatrice spécialisée. Je me suis longtemps occupée d'enfants porteurs de handicap dans des institutions. Je suis également maintenant devenue conseillère pédagogique, ce qui veut dire que je m'occupe d'un centre de ressources pour les professionnels de l'éducation de l'enfance pour le canton de Vaud. Alors c'est tout petit, hein, en Suisse on va dans la miniaturisation, donc on quitte l'échelle parisienne pour se centrer sur un petit canton dans lequel on parle le français. Et donc je dirige un centre de ressources pour l'entier des éducateurs et éducatrices de l'enfance qui s'occupent des enfants de 0 à 12 ans. Voilà, ça c'est pour une de mes casquettes pour cette matinée. Ma deuxième casquette, c'est que je suis tombée dans la marmite du Kamishibai il y a environ 15 ans, et avec une collègue jeune, retraitée, pleine de temps, de dynamisme, d'énergie, nous avons créé une toute petite association qui s'appelle les Éditions Paloma. Et je pense que Paloma, c'est la colombe de la paix. Je ne sais pas si on devait penser à tout ça quand on a choisi ce titre. Mais c'est une petite maison d'édition qui s'est donnée comme objectif de sortir une histoire Kamishibai par année pour répondre à nos besoins qui sont énormes d'avoir des nouvelles histoires pour contenter et satisfaire tous les enfants qui aiment beaucoup le Kamishibai. Mon intervention se fera en 2 temps. Je vais, dans la première partie, raconter un peu l'histoire de comment ce que le Kamishibai est arrivé en Suisse romande, du moins des éléments que j'ai qui sont à m'apporter. Et puis ensuite, on aura un petit internet avec une histoire qui sera racontée par Nathalie Guelmi. Et ensuite, j'accrocherai plus particulièrement à comment ce qu'on a fait pour que le Kamishibai soit vraiment largement diffusé, qu'il n'y ait plus un petit enfant en Suisse romande qui ne sache pas de quoi on parle quand on dit le mot Kamishibai. Alors pour notre historique, il y a peut-être des erreurs parce que je sais que, j'ai entendu Madame Pat hier disant que le Kamishibai était connu depuis très longtemps en France. Pour ce qui est de la Suisse romande, si je dis Suisse romande, je ne savais pas, la Suisse, en Suisse on parle 4 langues, mais prioritairement allemand, italien et français. Donc là maintenant je parle de la Suisse francophone parce que c'est de là que je lis des informations. Donc à notre connaissance, c'est Edith Montel, qui est d'ailleurs l'auteur d'un livre qui s'appelle La boîte magique, le Kamishibai, qui a fait des recherches historiques. C'est Edith Montel qui était à l'époque une bibliothécaire dans une bibliothèque d'une petite ville du Jura. Le Jura, il fait mauvais temps 300 jours sur 365, alors on y lit beaucoup et on y est très très créatif. Et c'est les plus belles bibliothèques de Suisse romande, elles sont sur l'art jurassien. Alors, Edith Montel aurait découvert le Kamishibai en se baladant à la foire de Bologne. Elle nous indique, elle nous dit que c'est en 1975. Donc, elle revient en Suisse romande avec cette vision extraordinaire d'un conteur qui raconte une histoire du petit théâtre en bois. Et très rapidement, elle arrive avec le plomb, plus ou moins, de ce petit théâtre en bois. Et elle essaye de convaincre son directeur de la bibliothèque de la Chaux-de-Fonds de bricoler un petit théâtre en bois, et voilà. C'est un peu comme ça, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait,
mais avec ce petit théâtre bois est apparue la première histoire que j'identifie moi comme étant une histoire du terroir suisse qui s'appelle La Folle des deux pigeons. Alors j'espère que... Voilà, 1975, Edith Montel. Et puis La Folle des deux pigeons apparaît en 1982. C'est une histoire traditionnelle du Jura, alors Jura géographique, hein, je ne parle pas forcément de la Suisse, mais du Jura, de l'arc jurassien. S'ensuit l'histoire Les 4 saisons de Renard, qui est illustrée par Catherine Louis, qui est une très belle histoire, qui est vraiment une histoire avec des illustrations magnifiques, et La sorcière tourbillon, qui est une histoire qui raconte la légende du Valais. Chez nous, voilà, il y a deux montagnes sur lesquelles il y a une cathédrale, et sur l'autre il y a un château qui s'est effondré, et La sorcière tourbillon parle de cette histoire-là. Voilà une illustration. Alors moi je les ai photographiées parce que je n'avais pas le temps. Voilà, de faire mieux que ça. Mais voilà le renard dessiné par Catherine Louis. Voilà. Voilà, l'histoire de cette histoire qui a beaucoup de succès. Et cette histoire, elle est en format, elle a été, je pense que c'est les éditions Lead. On a eu des maisons d'édition différentes, mais au départ, c'est les éditions Lead qui ont démarré ce projet de faire des histoires en format directement Kamishibai. Il n'existe pas en livre, hein, ça a été fait vraiment pour le Kamishibai. Et ensuite, les éditions de la Nacelle, qui était une maison d'édition genevoise, a repris le flambeau. Et après, on a évoqué hier, il y a eu pas mal d'histoires qui ont été créées, mais qui ont été créées à partir de livres. Et là, je pense qu'on a perdu l'identité du Kamishibai, parce que pour des raisons probablement financières, les éditeurs ont voulu faire les deux, et puis finalement, les histoires qu'on a des éditions de la Nacelle sont assez peu intéressantes au bout du compte. Dans les années 2000, on fait, nous, à Lausanne, une rencontre avec Ikaja, et c'est Etsuko et les éditions d'Oshinsa qui viennent à Lausanne, invités par une bibliothèque suisse, Bibliomédia, et l'Institut suisse Jeunesse et Médias. Et c'est là que moi je rencontre toutes ces personnes et que j'arrive à faire un lien avec les histoires japonaises et les histoires qui ont été finalement créées en Suisse et en France. À ce moment-là aussi, on prend des contacts avec M. Burgère, qui est venu de Strasbourg à cette rencontre pour faire connaissance avec Ikaja. Et on rencontre enfin ce M. Burgère qui fait aussi des histoires à partir de sa maison d'édition Calicéphale. Et là, il y a un peu une direction qui est prise par des histoires qui sont alors pilotées à des fins pédagogiques et éducatives. Et à ce moment-là, moi et mon équipe, on prend un peu de distance parce qu'on n'est pas très convaincus que ce soit une bonne idée de faire de la prévention en utilisant le Kamishibai. Et c'est ce qui s'est passé avec deux histoires qui s'appellent Amidou et Olila, qui sont des histoires qui ont vraiment été créées à des fins éducatives. Amidou, c'était pour le programme de l'estime de soi, et Olila, c'est pour... il y avait un message qui disait que l'enfant ne devait pas garder des secrets pour lui. On était dans une époque où on découvrait les abus sexuels, les mauvais traitements et tout ça. Et nous, on a vraiment pris distance, on n'a pas du tout aimé diffuser ces histoires. Et puis voilà, je pense qu'il s'est passé, on en a parlé hier, on a privilégié de partager avec les enfants des moments de plaisir, des moments autour du récit, des moments magiques, mais de ne pas avoir d'arrière-pensée en disant « Ah, c'est formidable, ils vont apprendre ci, ils vont apprendre ça ». C'est aussi à ce moment que nous faisons on fait le bilan qu'il y a des chouettes histoires que, par chance, quand Etsuko est venue, elle nous a amené des histoires du Japon, on a beaucoup utilisé, et on était un peu perplexes parce que chez nous, les très très jeunes enfants aimaient beaucoup ces histoires, mais les tout petits, on trouvait qu'il n'y avait pas vraiment des histoires qui étaient absolument faites pour les tout petits.
Et à ce moment-là, donc je travaillais pour la ville de Lausanne. La ville de Lausanne a suggéré de trouver des fonds et de chercher chez nos illustrateurs et chez nos auteurs deux personnes qui auraient été à même de faire une histoire pour les petits. C'est cette histoire qui s'appelle Pim la pintade, qui a été réalisée en 2000. Alors la ville a débloqué de l'argent, le canton de Vaud a débloqué de l'argent, et on a pu payer vraiment comme un illustrateur doit être payé pour son travail. Monique Félix qui a fait les illustrations. Monique Félix, elle est un peu connue en France. Elle a fait toute une série d'histoires avec une souris qui grignote les pages d'un livre. Et on a demandé à Daniel Maggetti, qui est chez nous qui est le directeur de recherche sur les lettres mondes, mais qui est tessinois et qui a un immense talent pour raconter des histoires que sa grand-mère lui racontait dans une vallée du destin. C'est comme ça que Pim est né et qui a remporté un succès énorme, alors que nous, on l'a complètement, je l'avoue, bricolé, en ne sachant pas très bien finalement ce sur quoi on allait faire. Elle était faite en grande photocopie couleur, mais enfin au niveau de la qualité c'était pas exactement ça. Et en quelques semaines on en a vendu plus de 300, ce qui voulait dire pour nous, ça va vous paraître dérisoire, mais pour le canton de Vaud, 300 ça voulait dire que toutes les bibliothèques romandes, toutes les bibliothèques l'ont acheté, alors qu'elle était vraiment au niveau de l'impression pas du tout aboutie. Alors voilà, on s'est dit, bon, on ne s'invente pas éditeur, c'est un énorme boulot, ça nous a pris des nuits, des jours, la mise en page, enfin tout ça, plein de choses qu'on ne maîtrisait pas. Et bon, du coup, on avait une deuxième histoire de projet, qui était l'histoire de la petite sœur illustrée par Anne Wilsdorf, aussi avec un auteur qui était connu chez nous. Et Anne Wilsdorf, cette histoire a aussi eu du succès. Alors voilà, on s'est dit, bon, peut-être qu'il y a quelque chose à réfléchir autour de ça, mais ce qui est sûr, c'est que nous, éducatrices, conseillers pédagogiques, et avec beaucoup d'amitié autour de nous qui nous ont épaulés, ça ne suffit pas pour faire des histoires. La troisième histoire qui a été faite, elle a été faite en coédition, avec une histoire du Jura, d'une histoire qui était pour Noël, mais là on a fait un tout petit tirage et on a fait que de satisfaire la demande des bibliothèques. Bon, tout ça c'était, bon, pour vous chiffrer les choses, quand on dit chez nous que c'est une bonne vente, 300 exemplaires vendus, c'est exactement les mêmes chiffres que pour la poésie romande. Quand en poésie romande, un éditeur vend 300 livres, il est content. Donc on n'est pas du tout sur les échelles de tirage des milliers et des milliers comme ça peut se faire sur un territoire plus grand que chez nous. Bon, plus tard, en 2006, le centre dans lequel je travaillais comme conseillère pédagogique, qui était uniquement lausannois, devient un centre beaucoup plus important. Et c'est là que vont se développer, voilà, on voit comme ça un peu grossièrement, c'est une bibliothèque. Alors il y a une bibliothèque de documentation éducative, psychologique, etc. pour les éducateurs qui ont besoin de formation continue permanente. Et puis, toute une partie de nos activités est d'aller dans les structures, amener du matériel de qualité, les garderies viennent chercher du matériel, et on a gardé un coin bibliothèque avec des albums pour essayer de jouer la carte d'une plus grande souplesse par rapport aux prêts des bibliothèques. Ça veut dire qu'une garderie chez nous vient chercher des albums, elle peut les garder 6 mois. Si les albums reviennent déchirés, abîmés, etc., on a toujours le budget pour remplacer. Les équipes ne sont pas responsables de remplacer les livres qui ont été abîmés par les enfants. Et dans une partie de ce centre, alors on a plus de 150 titres d'histoire kamishibai qui sont là en prêt, mais des prêts très longs, en fait, des prêts comme les équipes le veulent. Si elles veulent prendre les histoires de mois, elles veulent prendre 2 mois, elles peuvent venir un soir, les ramener le lendemain, tout est complètement ouvert pour ça. Donc ce centre, qui est un peu plus important que le centre lausannois, a aussi les moyens de faire un peu plus de petites folies.
Et à ce moment-là, on décide de refaire une tentative de réalisation d'histoire et on va sortir L'eau du puits. Et cette histoire, c'est simplement une rencontre avec un illustrateur qui vient nous montrer ses dessins. Il a déjà dessiné une histoire, il n'a pas formaté, donc c'est un projet d'histoire. Et à ce moment-là, je lui demande s'il est d'accord de comprendre un peu la théorie du Kamishibai, comment il peut réfléchir au fondu, enchaîner les images. Et alors, on lui demande de faire cette histoire en la travaillant sur les planches A3. Et cette histoire va s'appeler L'eau du puits. Elle existe dans sa tête. On a simplement retravaillé un peu le texte avec des personnes littéraires. Et voilà, c'était une histoire toute simple qui nous a beaucoup plu. Et cette histoire, elle a été rattrapée par ceux que l'on craignait énormément, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est sortie, elle a été vendue dans les bibliothèques. Et un département chez nous, qui est le département qui s'occupe de l'écologie, est venu nous demander si on était d'accord de la diffuser dans les écoles, en rajoutant un petit dossier pédagogique, parce que pour eux, la thématique de l'eau était assez apparente comme ça, c'était l'année internationale de l'eau, donc bon voilà, on s'est dit, bon si ça ne change pas un dessin, si ça ne change pas un mot du texte, alors d'accord, on va faire ce parti, on va prendre ce parti de travailler comme ça avec une diffusion qui sera plus large. Alors du coup, L'eau du puits est devenu un succès roman parce qu'à ce moment-là, il est parti dans les classes d'enfants de 8 à 10 ans qui ont, voilà, les enseignants ont profité de cette histoire pour leur faire comprendre est-ce que l'eau c'est gratuit, est-ce qu'on la reçoit, est-ce qu'on peut la vendre, ce qui est le fait de ce petit lapin qui a décidé de troquer l'eau de son puits contre des carottes. Si vous voulez la voir, elle est très jolie là derrière. Donc L'eau du puits, elle se vend à 500 exemplaires, et évidemment c'est là qu'on constate que quand on reçoit, voilà, quand on travaille avec un diffuseur, parce qu'ils nous ont servi de diffuseur dans cette histoire, alors du coup on a pu baisser les coûts d'impression, parce que quand on tire beaucoup plus, ça coûte beaucoup moins cher. Et puis voilà, c'était une expérience comme ça, je ne voudrais pas forcément renouveler, mais cette histoire s'est prêtée à ça. Donc en 2007, une de mes amies assez proche qui travaille avec des enfants qui rencontrent des graves troubles du comportement, des graves troubles du langage, prend sa retraite et elle me propose de monter une petite maison d'édition associative qui nous prendra des milliers d'heures à toute l'équipe, mais dont le but, voilà, de sortir une histoire, si possible une histoire par année, avec des illustrateurs de chez nous, des auteurs de chez nous, des imprimeurs de chez nous. Et quand on parle de l'imprimeur, c'est très important dans le budget parce que du coup, on l'avait déjà toujours fait, mais de choisir de ne pas éditer à l'étranger font que les budgets sont extrêmement hauts par rapport à, vous savez, chez nous, dans les maisons d'édition en Suisse, ils vont faire imprimer leurs livres en Italie, en Allemagne, pour que tout soit moins cher. Et on a décidé d'être éthique jusqu'au bout et de faire travailler les gens de chez nous. Alors, voilà, du coup, c'est clair que cette maison d'édition vit des hauts et des bas. La première histoire, voilà l'histoire du lapin qui donne son nom. La première histoire qui va être éditée, ce sont les musiciens de Brême. Et les musiciens de Brême aussi, donc c'est le même Ronald Juliet, le même dessinateur, illustrateur qui a fait L'eau du puits, on le connaissait bien, et lui savait ce que c'était qu'un Kamishibai, ce qui était quand même déjà bien important. Et cette histoire, voilà, elle va aussi avoir son petit succès. Et du coup, on a pris des contacts avec la Suisse alémanique, et la Suisse alémanique nous demande la traduction de cette histoire en allemand. Donc cette histoire est née en version bilingue. Et comme c'est une histoire qui s'adresse à des enfants de 6-7 ans, on la raconte à des tout petits, mais à ce moment-là, on est un peu plus, on résume un peu, enfin, on travaille le texte d'une manière différente. Mais comme elle s'adresse à des plus grands, au dos, le texte prend beaucoup de place. Et pour être visible, alors on a vraiment décidé d'avoir une version allemande et une version française
pour pas que les gens aient un texte microscopique, ce qui arrive quand on veut faire du bilingue ou du trilingue. Et cette histoire, on a aussi décidé, comme elle avait beaucoup de succès, on a demandé, alors tout est toujours affaire de bénévolat complet, mais on a fait un appel aux Nations Unies à Genève pour trouver des traducteurs dans 9 langues. Et on a reçu 9 traductions bénévoles de gens qui ont décidé de traduire cette histoire de manière à ce que les enfants allophones, à Lausanne, il y a 50% d'étrangers, d'enfants étrangers. Donc ça voulait dire qu'on pouvait enfin avoir une histoire qu'on allait pouvoir raconter aux enfants dans leur langue maternelle. Elle existe en turc, en serbe, albanais, toutes ces langues très utilisées chez nous sont possibles avec cette histoire. Les gens ont qu'à appeler sur le site et puis on leur envoie les traductions qu'ils désirent. Elles sont simplement faites sur du papier A4 comme ça. Après, les gens font comme ils veulent, ils peuvent la coller derrière, ils peuvent la garder à côté. Voilà le chien qui se fait tuer, manger être mis au saucisson. Et puis la bagarre finale, où ils font très peur aux brigands. Et voilà. Alors l'histoire qui va d'ailleurs vous être racontée dans quelques minutes, cette histoire-là, on a vraiment décidé pour les tout petits. Les trotteurs, on les appelle les trotteurs, c'est dans les garderies, les enfants chez nous qui commencent à marcher, qui ont 15 mois, 18 mois, et on a vraiment fait sur mesure pour eux une histoire très simple, courte, comme les éditions japonaises nous les proposent avec des histoires qui ont beaucoup de succès chez nous. 8 images, 10 images, ça suffit amplement. Et c'est Nathalie Atlan et Monique Félix qui ont travaillé en duo pour la réalisation de cette histoire. Nathalie Atlan, chez nous, elle vient d'ailleurs de faire paraître un texte dans une petite brochure qui s'appelle Les 1001 bébés. C'est une personne qui est très active, dont énormément de projets, de vélo-récits. Elle va raconter des histoires, des albums à des enfants, à des immeubles. Enfin, voilà, c'est une personne en plus qui est chez nous au cœur de la formation des éducateurs et éducatrices. Donc c'était vraiment très intéressant de travailler avec elle pour cette réalisation de cette histoire. Voilà, c'est un conte étiologique voilà, qui me permet d'expliquer pourquoi est-ce que les animaux ne sont pas pour le pouvoir, mais qui sont des couleurs qu'ils ont. Et puis là, on voit très mal. Mais c'est vrai que là, le texte était assez court, donc voilà, pour des raisons financières, on n'avait plus d'argent dans les pièces. On a mis le texte français et le texte allemand sur la même image, mais je dois avouer qu'on n'est pas complètement satisfait de ça. C'est très petit pour avoir les deux langues, du coup, c'est pas très lisible. Mais on prend beaucoup de liberté par rapport au texte, je dois l'avouer. Quand on a un groupe d'enfants, bébés, devant soi, qui on en a un qui vient sur les genoux derrière, etc., de toute façon, l'éducatrice n'est pas accrochée à son texte. À un moment donné, elle le quitte. Elle est dans une langue proche de l'oralité. Donc voilà, de toute façon, jamais quelqu'un s'enfile à lire une histoire sans l'avoir préparée auparavant. Et là, voilà, le texte, il est, on peut dire, presque là, à valeur indicative. La dernière réalisation, c'est plus pour un, plus pour tous. Donc, vous avez ce petit théâtre Le Boutail en bois que nous utilisons en Suisse romande. Il est fait par 3 institutions, des grandes institutions pour personnes handicapées. Et dans ces institutions, il y a toujours un atelier protégé, un atelier bois. Et nous avons beaucoup travaillé avec un atelier où, après avoir fait des centaines et des centaines de bouteilles en bois, enfin les maîtres socioprofessionnels ont expliqué aux personnes handicapées qu'on mettait des histoires dedans et qu'il se passait quelque chose avec ce bouteille. Et ces maîtres socioprofessionnels de cette institution se sont approchés des jeunes personnes handicapées et ces jeunes ont demandé est-ce que nous, on pourrait inventer une histoire pour le Yamishiba et pour le bouteille.
Et ils ont été accompagnés de manière magnifique. Alors nous, on a tout de suite dit, oh, c'est magnifique, enfin, quelque chose qui se fait en boucle, avec un sens pour ces personnes. Il faut vraiment les aider, il faut vraiment mettre tout ce qu'on peut comme énergie pour que ces jeunes personnes, ils ont 20 et 25 ans, puissent réaliser ce vœu de créer une histoire. Et on a été assez surpris, finalement pas surpris. Ils étaient très intéressés de parler de leur apparence physique. Et ils ont créé une histoire tout en découpage, parce qu'ils n'avaient pas les talents, bien sûr, de dessinateurs. Donc ils ont beaucoup découpé, les planches sont magnifiques, ils ont collé des plumes, ils ont fait toute une histoire avec des oiseaux, et un très bel oiseau de toutes les couleurs qui débarque chez eux et qui leur fait penser qu'eux sont un peu moches et que le bel oiseau est très beau, etc. Et on a fait aboutir l'histoire grâce à Annick Guénaud, qui est une jeune femme qui a remporté un prix de littérature à Fribourg. Et elle a retravaillé tout le texte pour en faire un texte équilibré, littéraire, et qui ait un début, fin, etc., qui soit logique. Donc toute cette aventure a été une belle aventure, on n'a jamais pensé que ça, forcément il y aurait un succès autour de ça, mais on a vraiment eu à cœur de rendre un peu de sens à ces constructions en bois que ces jeunes font toute la journée. Et puis au bout du compte, leur histoire, elle tient très bien la route, elle est racontée, ils sont très fiers de savoir que leur histoire est utilisée à l'école, on raconte ça à des enfants. Et puis voilà, pour nous, comme nous, de toute façon, on ne fait que perdre de l'argent dans les éditions, on n'avait aucun souci avec cette histoire, on pouvait forcément aller jusqu'au bout avec ça. Si on parle d'édition, alors évidemment, vous voyez que nous, on est venu avec un petit théâtre en bois plus grand. On a un théâtre avec un format A3. On a tout de suite su qu'on était un peu décalé avec une partie des productions de l'Europe. Mais on avait acheté beaucoup d'histoires à une maison d'édition qui faisait aussi du A3, qui faisait le droit de traduction derrière. Je ne sais pas si les gens sont là. Aujourd'hui, une maison d'édition espagnole qui faisait du format A3. Et puis, on a négocié, voilà, les Suisses sont toujours en train de négocier, on a fait un petit cadre qui est découpable de manière à ce que les Français et les non, tous ceux qui ont le format traditionnel puissent quand même acheter nos histoires et les utiliser en dehors du territoire suisse. Ce qu'on a fait, vous pouvez voir, elles ont un petit cadre, il peut se couper, et puis ensuite vous retrouvez exactement le format du format professionnel. On l'a fait un temps, et puis évidemment pour nous, par contre, ce cadre, il n'est pas très bon, hein, parce que ça fait une coupure entre deux images. Et puis maintenant, on a décidé de faire du A3 avec des illustrations très centrées, de manière à ce que si éventuellement les pays extérieurs l'achètent, ils peuvent couper et retrouver leur format. Mais dans le fond, nous maintenant, notre résolution de petite maison d'édition, du moment que notre marché alémanique s'ouvre, alors nos vœux sont satisfaits. On n'a pas l'objectif de diffuser nos histoires partout. Aussi par la simple réalité, c'est qu'on a des paiements absolument impossibles entre la France et la Suisse. On a reçu des chèques, chez nous les chèques, on peut les déchirer, les mettre à la poubelle. Enfin, c'est trop cher. On a un prix du franc suisse si élevé que quand on vend nos histoires en France, les gens tombent à l'inverse tellement ils trouvent que c'est cher. Les frais de port sont monstrueux. Donc on a un peu laissé tomber ça. Voilà, peut-être on pourra une fois réfléchir, faire des coéditions, de se transmettre les fichiers. Enfin, il y aurait plein de solutions. Mais à 5 ou 6 comme on est, tous bénévoles, on travaille tous à plein temps, c'est un hobby. On n'a pas tellement l'énergie d'essayer d'avoir une diffusion européenne des choses. Voilà, mais c'est pas. Enfin voilà, ça nous arrive souvent de vendre nos histoires à l'extérieur, mais ça reste quelque chose de très petit. Voilà, j'ai fini pour cette première partie. Nathalie, est-ce que tu nous offres quelques minutes ?